Bonjour à tous. Dans cet épisode, on reçoit Julien Paul, joueur mauricien qui va disputer les mondiaux dans 2 jours. Il a 29 ans, il a déjà fait les mondiaux plusieurs fois et 2 fois les Jeux Olympiques. Donc on va parler avec lui de ce qui l'attend face à Loquinho au premier tour de ces mondiaux. Mais on parle également de son quotidien, de comment il s'entraîne, de comment il finance sa carrière, ce qui n'est pas toujours facile pour les joueurs africains. Il nous parle également de ses objectifs et de ce qu'il a déjà accompli dans sa carrière. C'est très intéressant, j'espère que ça vous plaira. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that! Et on reçoit aujourd'hui Julien Paul. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Bonjour, Yvan et Benoît. Et je suis comme d'habitude avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, salut Julien. Salut. Alors Julien, on va commencer par parler des mondiaux puisque c'est ce qui arrive dans 2 jours. On enregistre ça le vendredi, donc 3 jours avant le premier tour. Et toi, ça va déjà être j'ai regardé tes sixièmes mondiaux. Tes premiers, si je me trompe pas, c'était en 2017. Comment tu abordes la compétition maintenant? T'as un peu l'habitude. Est-ce que pour toi, ça va être des mondiaux différents des précédentes années, ou alors est-ce que tu l'abordes un peu de la même façon? On va dire que c'est un peu différent comparé au premier parce que j'ai un peu plus d'expérience. Je m'attends déjà un peu à les conditions, les grandes salles, les gros événements. C'est vrai, dans ce contexte-là, c'est un peu plus différent, mais la préparation, elle reste la même. On va essayer d'être au maximum pour le premier match et tout était bien jusqu'au tirage au sort qui est apparu cette semaine. Donc, surtout avec les niveaux que ça varie vraiment beaucoup sur le tirage. Et cette fois-ci, j'ai pas été chanceux, on va dire. Oui, voilà. Oh, je regardais. Du coup, tu vas affronter dès le premier tour Loquinho, donc de Singapour. Tu l'as déjà joué 2 fois en 2018 et 2022, mais voilà, on sait que c'est un très bon joueur. Il a été champion du monde en 2021. C'est un joueur les plus rapides du circuit, je pense, à tout dans le top mondial. Comment tu prépares ce match? Ouais. En vrai, je suis arrivé en France il y a une semaine. J'ai voulu quand même faire les dernières retouches avec le club de Boulogne-Billancourt. On continue la préparation comme tout le temps. On va essayer de maximiser mes points forts et aussi ajuster un peu le style de jeu. Vu que je joue un jeu rapide, on fait beaucoup du 2v1. Je joue contre des joueurs plus rapides que moi à l'entraînement. On fait tout en sorte pour que au jour J, j'arrive à quand même m'adapter à la vitesse de jeu, même si c'est un top 10 mondial. Mais on va essayer de tout donner. Et justement, pour les gens qui te connaissent peut-être pas ou qui t'auraient jamais vu jouer, ils vont sûrement te voir jouer là dans ces mondiaux. Tu parlais de points forts. C'est quoi un peu, comment tu décrirais ton jeu? C'est quoi tes points forts et voilà, là où t'aimes bien insister? On va dire que moi, je suis un joueur assez offensif. Je prends beaucoup l'initiative au filet et dès que je peux, je prends l'attaque et je vais essayer d'attaquer, enfin, suivi au filet. C'est pas vraiment mon point fort d'aller dans les gros échanges, en défense, etc. Moi, je prends beaucoup plus d'options. Maintenant, est-ce que les options, elles vont payer face à un top 10 mondial? Je sais pas. On verra bien. Mais on va tenter cette option-là. Ensuite, on verra en fonction de l'évolution des premiers points. I'm the bad guy. Take that! Il y a 3 ans, quand tu avais joué les mondiaux en 2022, tu avais joué le Mexicain Montoya que tu avais battu, et là tu te retrouves à jouer contre un favori ou en tout cas un top 10 mondial. Est-ce qu'il y a une position que tu affectionnes particulièrement, même si tu nous as un peu répondu en disant que tout allait bien un peu jusqu'au tirage? Ouais, il y a 3 ans, j'ai quand même passé un tour au championnat du monde. C'était la première fois que je jouais quelqu'un au haut du top 20. Donc, ça faisait plaisir de
de pouvoir évoluer un peu, d'avoir un deuxième match, plus de repères et tout. Mais après, à 3 ans, je joue au deuxième tour Hmm. Ginting. C'est Mm. un peu le même style de jeu, aussi rapide que le Canyon. Et pour garder la même qualité de jeu euh, après plusieurs échanges, c'est ça la différence entre les top 20, top 30 mondial et les autres, c'est que eux, ils sont vraiment consistants dans la Hmm. qualité de jeu. Et après, ils vont prendre les bonnes options, ils ont une meilleure technique. Moi, je veux plus jouer sur mes coups. Ma position préférée, on va dire, c'est l'attaque en coup droit que je fais. Je pense que c'est un de mes points forts. Mais est-ce que je vais réussir à créer cette position dans le match? On verra bien lundi. C'est vrai que je regardais un peu contre qui tu avais joué dans les mondiaux d'avant. T'as pas beaucoup eu de chance. Je crois que t'as dû jouer Chen Long, t'as joué 2 fois Ginting, t'as joué un Thaïlandais, je sais plus lequel c'était qui était bon. Là, tu joues Loh Kean Yew. Et c'est quoi est-ce qu'il y en a un adversaire dans le top mondial qui t'a particulièrement impressionné ou là tu t'es dit là c'est quasiment impossible. En vrai, ils sont tous Hmm. difficiles à jouer. Mais je pense, moi, ce qui est plus dur pour moi, c'est les joueurs qui mettent Hmm. beaucoup de vitesse. Parce que de base, je suis pas un joueur super rapide. Je joue beaucoup plus en contre et en attaque. Mais si de l'autre côté, ça défend vite et ça prend beaucoup Hmm. plus d'options que moi, là, je suis vraiment en difficulté. J'avais joué au Japon, j'avais joué contre Hmm. Al-Farhan, l'Indonésien Ouais. qui monte actuellement. Et lui, il m'avait impressionné en vitesse parce que il voulait vraiment, je crois que c'est les tournois qu'il a un peu, voilà, il a boom, on va dire, dans Hmm. le secteur international. Et il était super rapide. Mais après, les autres, je pense qu'il s'adapte aussi avec le niveau que j'ai. Ginting, il a vraiment beaucoup tenté les 2 fois qu'on a joué ensemble. Il voulait prendre ses repères, il faisait pas mal de coups Hmm. inhabituels, on va dire. Et aussi, il avait fait pas mal de fautes. Mais je pense eux aussi, ils se donnent pas à fond. Malheureux, enfin, je sais pas, mais on va dire, Hmm. c'est un niveau au-dessus. Ils s'adaptent beaucoup avec les conditions de jeu. Ils veulent vraiment avoir le maximum de temps de jeu chez le terrain pour ensuite vraiment Hmm. rentrer dans la compétition. Et toi, t'es dans une position un peu particulière parce que là, quand tu arrives sur un gros tournoi comme les mondiaux, par exemple, tu es dans les joueurs avec le moins bon classement et donc forcément, tu prends des joueurs qui sont bien mieux classés que toi et du coup, si tu les bats, c'est, on va dire, un exploit. Alors que par exemple, quand tu joues les championnats d'Afrique, tu es un des meilleurs joueurs du continent et du coup, on attend de toi que t'ailles forcément, j'imagine, en demi-finale ou en finale et que tu passes bien les premiers tours. Est-ce que c'est pas un peu difficile d'être dans les deux positions où de temps en temps tu es dans les moins forts et de temps en temps tu es dans les plus forts? Oui, après, c'est la réalité Hmm. de notre discipline actuellement. Continent africain, notre niveau, on n'est pas au même niveau que l'Asie, au même que l'Europe, du fait qu'on a moins d'entraînement de haut niveau, moins de sparring, on commence à faire des compétitions assez âgées. On a moins de ressources aussi pour faire les déplacements, pour vraiment faire un projet Hmm. d'entraînement, de compétition qui devrait être fait sur les années. Par exemple, moi, malgré d'être un des meilleurs joueurs africains, je fais rarement les grosses compétitions avec le niveau actuel Hmm. qu'il y aura la semaine prochaine. Chaque année, c'est maximum 2 fois que j'arrive à faire des matchs de ce niveau. C'est soit les championnats du monde ou les Jeux olympiques, ou si jamais j'arrive à intégrer un Super 300. Mais il manque vraiment ce Hmm. frottement continuel parce que eux, c'est chaque entraînement, c'est ce niveau-là. Ils sont actifs toutes les semaines, ils jouent contre les top 10, top 30, c'est régulier. Donc c'est assez dur de devoir faire une grosse Hmm. performance du premier match. On va tenter. Tu parles de la difficulté justement de pouvoir voyager parce que ça coûte de l'argent. On pense forcément à un joueur que beaucoup de gens connaissent, c'est Kevin Gordon, qui est de notre continent, mais qui a un peu ces contraintes-là aussi.
Est-ce que tu peux nous dire en fait, enfin, sans parler de montant, mais est-ce que ça vient un peu de ta fédération, aussi de la fédération africaine, de sponsors? Comment ça se passe finalement pour pouvoir financer un projet de haut niveau? Ouais, en globalité, c'est un peu tout. La fédération mauricienne, il n'y a pas de budget au niveau. C'est un budget qui est pour le badminton local. Et ils vont pas forcément investir une grosse partie de budget sur un seul joueur. Malheureusement, ils vont plus sur l'évolution des jeunes, des académies à Maurice. Et à la fin, il reste pas un gros budget. Enfin, c'est un exemple que même pour les championnats du monde actuels ou dans le passé, c'est, ça n'a jamais été sponsorisé complètement par la fédération. Il faut toujours trouver des sous, sur mes propres moyens ou des sponsors. Et là, ça devient compliqué parce que ça, c'est pour les championnats du monde. T'as fait quand même, premier africain durant l'année. T'as évolué, tu représentes le continent africain et par la suite, c'est difficile d'aller représenter le pays, le continent sur la scène internationale. Et c'est identique pour la qualification olympique. Les premiers que j'ai fait, j'étais en Asie. Heureusement, les compétitions ne coûtaient pas trop cher. J'ai eu quelques sponsors et j'ai payé de ma poche. Pour les Jeux Olympiques de Paris, heureusement que j'ai eu le club de Boulogne-Billancourt qui ont quand même à 75%, ils ont sponsorisé mes déplacements de toute la qualif. Et honnêtement, sans ça, je pense pas que j'aurais eu ma qualification. Donc, c'est juste pour montrer que ça, moi la chance que j'ai eue, mais que les autres Africains c'est quand même difficile. Est-ce que j'ai remarqué que tu avais moins joué cette année en 2025, à part les championnats africains et peut-être deux autres tournois, je crois, on t'a pas vu beaucoup sur le circuit. Est-ce que c'est à cause de ça, du coup, que tu as ralenti après les JO le nombre de tournois que tu fais? Est-ce que en dehors de la qualification olympique, c'est plus dur à financer, du coup? Ah, exactement. Après la qualification, les quelques sponsors que j'avais avec Maurice, ben, ils ont tous arrêté. Même chose pour le club, malheureusement, le gros budget qu'ils ont mis l'année passée, on n'a pas eu le même apport financier. Donc, c'était compliqué pour moi de rester en France sans avoir des compétitions, sans un vrai projet, pour l'année. Donc, c'était vraiment un souci financier parce que on met beaucoup à côté de notre carrière sportive, les études, le travail, etc. Et que après, tu vois, tu dépends beaucoup du support financier. Et que après les jeux, tu vois plus personne derrière toi, tu vois moins de sponsors, tu vois moins de compétition. C'est difficile de rester motivé et de continuer. Donc moi, j'attendais vraiment un nouvel élan après les jeux parce que quand même, j'ai fait une bonne année, on va dire, l'année passée. Et début d'année, je fais correct. Mais après, il n'y a pas eu le même suivi. Donc, du fait que les seuls déplacements que j'ai fait, c'était difficile de trouver les financements. Quand j'avais fait la Réunion, qui est juste à côté de Maurice. Ouais. Et là, pour l'instant, j'ai toujours pas, je sais pas ce qu'il y aura à la suite. On l'a vu même en France pour les athlètes français, il y en a beaucoup qui disent que après les Jeux, alors que nous, comme c'était les Jeux en France, on a beaucoup dit que c'était bien, mais que après les athlètes, ils avaient plus d'argent une fois que c'était fini, quoi. Ouais. Et justement, pour parler des Jeux Olympiques, toi, donc comme tu les as dit, tu les as fait l'année dernière, et donc là, tu vas retrouver la même salle, l'Adidas Arena. Comment t'avais trouvé l'ambiance et les conditions de jeu, en pensant qu'on va peut-être à peu près avoir les mêmes cette semaine? Ouais, l'ambiance, l'ambiance des Jeux, c'était différent. C'était vraiment les Jeux Olympiques. Il y avait plein de bruit. C'était différentes atmosphères parce que encore une fois j'ai comparé à ce Tokyo, il y avait personne dans la salle et là d'un coup il y avait trop de bruit, c'était vraiment une faveur différente
Et je pense que ça sera pareil la semaine prochaine. En plus, il y a quelques de mon club qui viendront supporter. Hmm. Donc, je pense que ça sera bien. Après, les conditions, j'avais vu qu'il y avait un côté plus rapide que l'autre. Comme souvent, c'est souvent le cas dans les grandes salles. Et on fait un petit test, on fera un petit test dimanche après-midi. On va voir un peu les conditions, est-ce qu'elles sont les mêmes ou pas. Ouais, et justement, toujours à propos des JO, et t'en as rapidement parlé là, t'as dit Tokyo, la salle, elle était vide. Effectivement, on rappelle pour ceux qui auraient oublié, ça s'est joué en 2021, un an après la date initiale, et effectivement, à cause du Covid, j'allais dire tous les sites étaient vides. Je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas vu tous les sports, mais je pense qu'une grande majorité l'était. Est-ce que ça a fait une différence, toi, dans la façon dont tu as vécu les jeux? Tu as dit que, il me semble que c'était dans une vidéo de la BWF où tu disais que c'était ton rêve de jouer les jeux. Est-ce que finalement, à Paris, tu en as un peu plus profité qu'à Tokyo? Oui, c'est sûr, parce que à Tokyo, vraiment, on pouvait pas faire grand-chose. On pouvait que aller dans le gymnase de badminton. On pouvait même pas aller voir les autres disciplines après notre fin de compétition. On pouvait pas visiter la ville de Tokyo ni les alentours. C'était vraiment focus compétition, village des jeux seulement. Mais il manquait le côté événementiel de partage avec les autres disciplines, les autres athlètes, même la côté culture du pays. Et là, cette fois-ci, on va dire, qu'on a tout eu, mais moi, je t'ai vu que j'étais déjà à Paris, je savais déjà à quoi m'attendre, mais c'était vraiment différent de Paris habituel. Les gens, ils étaient bien, ils étaient tous contents. Il y avait un beau temps, sauf pour la cérémonie d'ouverture. Mais, mais en vrai, c'était une super expérience. C'était, on va dire que oui, je voulais accomplir un de mes rêves, c'est de faire les Jeux. J'ai eu la chance d'en faire deux. Hmm. Et après Covid, j'ai eu les vrais Jeux olympiques qui étaient à Paris. Donc c'était vraiment bien. Et l'ambiance dans la délégation mauricienne, tu dirais que c'était pareil, tu l'as aussi ressenti qu'à Paris, c'était différent de Tokyo, c'était pas juste toi ton ressenti? Non, c'était différent. Alors, on est tout le temps une petite délégation et l'effet de pouvoir vraiment profiter des autres disciplines, les autres, après notre entraînement, on allait tous supporter l'équipe de Maurice dans l'aréna de natation, au stade d'athlétisme. Juste le fait de faire un échange, qu'on n'a pas vraiment l'occasion, surtout dans les disciplines individuelles, ça fait Hmm. vraiment toute la différence. Tu l'as dit, ton rêve c'était de les faire. Tu en as déjà fait deux. Donc là, je vais te demander si est-ce que en 2028 pour les JO de Los Angeles, t'auras 33 ans. Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? Alors tu nous as dit tout à l'heure que tu voyais pas trop comment, enfin tu sais pas encore trop ce que tu vas faire comme tournoi après les mondiaux là, mais est-ce que tu y penses un petit peu? Oui, c'est toujours dans un coin de la tête parce que je pense que j'ai les capacités physiques et techniques sur le continent africain, du moins, Hmm. de revoir ma qualification. Maintenant, est-ce que j'aurai les soutiens qu'il faut, la préparation qu'il faut et aussi les compétitions qu'il faut pour arriver à cet objectif? C'est encore trop tôt pour dire exactement si oui ou non je serai à Los Angeles. Et aussi, il y a la compétition des petits jeunes qui montent. Ok. Mais on verra bien. On verra. On attend cette année-ci passer, les championnats d'Afrique de février, et Hmm. on fera un point. Bah, justement, tu as été champion d'Afrique deux fois en simple, en 2018, en 2020, mais depuis 2020, bah, tu as perdu ce titre. Tu as fait d'autres médailles, mais pas de titre. Est-ce que c'est un de tes objectifs majeurs de redevenir champion d'Afrique? Et est-ce que tu penses que ça passe aussi par ce titre, finalement, une possibilité d'aller à Los Angeles parce que ça pourrait te donner un peu de, bah, je vais pas dire de visibilité parce que t'es quand même déjà reconnu sur le continent africain, mais est-ce que tu penses que ça pourrait te redonner un élan pour aller jusqu'au jeu? Oui, surtout que le continent africain, comme tu l'as dit, on n'a pas beaucoup de compétitions majeures. Et le fait si j'arrive à regagner mon titre, ça fait un petit plus, côté visibilité, oui. Les gens aussi, ils vont dire que, ok, Julien n'est pas fini. Il est encore
sous le pied. Et oui, c'est aussi un objectif personnel parce que, on va dire, côté niveau, je pense que j'ai les niveaux de regagner le titre, mais avec l'équipe, on a fait souvent les mauvais choix tactiques, surtout par équipe. Vu qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, j'ai dû souvent Mm. compenser et jouer en double et en mixte, et ce qui m'a fatigué aussi arriver au tableau en simple. Hmm. Mais je pense que là, avec tout ce qui s'est passé et l'objectif que j'ai, on va, on va avoir une discussion avec la fédération et le coach de Maurice pour que je fasse un focus que sur le simple. Parce que ça fatigue trop, surtout les conditions en Afrique, elles sont pas les mêmes. On enchaîne beaucoup de matchs, il fait super chaud. Le temps de repos n'est pas vraiment, euh, il n'y a pas vraiment un temps de repos simple, double, mix. Donc, ça enchaîne rapidement. Et on fera un point et l'objectif, ouais, ça sera être champion d'Afrique en février. Là, justement, ça va relancer plusieurs de nos questions, mais c'est intéressant que tu parles aussi de la difficulté, du peu de tournois qu'il y a en Afrique et de la difficulté aussi qu'il peut y avoir sur ces tournois. En ce moment, bon, peut-être que nos auditeurs et auditrices les plus assidus le savent, mais il y a eu un tournoi au Ghana la semaine dernière, et je crois, pas dire de bêtises, mais cette semaine c'est au Cameroun. Je sais que la semaine dernière il y a eu des galères de manque de volants, cette semaine des galères de lumière au Cameroun. C'est quand même effectivement des trucs qu'on voit moins en Asie et en Europe, et on se rend pas toujours compte à quel point c'est difficile pour vous aussi de jouer des tournois. Et c'est un peu aussi ce que tu dis. Tu dis qu'il y a peu de tournois, que les championnats d'Afrique c'est un objectif majeur, et en même temps, les championnats d'Afrique par équipe, vous êtes double vice-champion d'Afrique, c'est tous les 2 ans, donc l'année dernière et il y a 3 ans, il y a tellement la place pour aller chercher le titre. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a pas le choix, tu dois forcément faire un choix un peu entre jouer beaucoup de matchs par équipe ou privilégier la compétition de simple homme? Ouais, c'est ça, parce que aussi, vu qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, et il y a aussi le manque de compétition, mais la fédération et Maurice même, ils veulent maximiser les chances de médaille. Hmm. Et quand ils voient que moi, j'ai la capacité de jouer en double et en mix et de ramener des médailles, ben, ils me mettent souvent dans tous les 3 tableaux. Hmm. Mais c'est quand même dur jusqu'au quart final d'enchaîner. Il y avait une année, j'avais fait matin 3 quarts de finale et après-midi 3 demi-finales. Et après, j'étais KO. Fallait Ouais, c'est que sûr. j'avais que 30 minutes de repos entre les 2 sessions parce qu'il y a aussi le souci de logistique, retourner à l'hôtel, qui n'est pas vraiment possible. Donc, on reste à la salle enfin, toute la journée. On a la nourriture aussi qu'on n'a pas vraiment discuté. On n'a pas les mêmes la qualité de nourriture qu'on aurait besoin individuellement. C'est souvent le même plat pour tout le monde. On a eu aussi des cas où il n'y avait pas assez de nourriture, qu'on mangeait que du riz. Il y a ces critères qui sont aussi compliqués à gérer et ouais, c'est pas évident. Bah, c'est intéressant que tu le dises, parce que je pense que les gens, quand tu dis une demi-heure de repos, se rendent compte, parce que une demi-heure de repos, c'est ce qu'on a nous sur les tournois en France quand on joue des tournois le week-end. Là, on parle d'un championnat d'Afrique. Tu parles d'une demi-heure de repos alors que tu viens de jouer 3 demi-finales. Je pense que ça en dit long sur l'effort que ça demande, et aussi le fait que tu peux tu peux pas être à 120 ou 100% pour jouer une finale alors que tu viens de jouer 3 demi-finales d'un championnat d'Afrique. C'est pas possible physiquement. Ouais, c'est ça. Et aussi, on va prendre un exemple sur les championnats d'Afrique en équipe. Il y a, la différence, c'est quand il y a le Thomas Hendler Cup en Europe, bah, c'est une semaine, vous faites que le Thomas Hendler Cup. C'est un match ou deux chaque jour. Et nous, en Afrique, on enchaîne. Dans la même semaine, on fait trois jours Hmm. les matchs par équipe. Et le lendemain, ça commence direct avec le tournoi individuel. Donc, c'est lundi à mercredi, tournoi en équipe. On commence individuel le jeudi et la finale est samedi au dimanche. Et c'est souvent
un souci d'endurance. C'est pas celui qui est le plus bon techniquement, c'est celui qui endure le plus. Et on va prendre l'exemple du Nigeria, que eux, ils étaient venus avec que une équipe en individuel et que Maurice, on a dû faire les matchs en équipe, ensuite individuel. Ils étaient beaucoup plus frais que nous. Ça a fait une différence. Ouais, c'est intéressant que là tu mentionnes le Nigeria parce que je trouve que à l'échelle de l'Afrique, Maurice c'est un tout petit pays quand on compare par exemple à des pays comme l'Algérie ou le Nigeria, c'est tout petit et pourtant là vous avez fait finale en équipe 2 fois. Toi, je l'ai dit, tu as été champion d'Afrique en simple homme 2 fois et en plus t'es pas le premier Mauricien, t'es le 3e Mauricien champion d'Afrique de badminton en simple homme. Il y en a eu 2 en simple dame, dont Kate Foukoun qui est de ta génération. Comment tu expliques que Maurice, donc, qui est un petit pays pour l'Afrique, a de si bons résultats historiquement en badminton? Est-ce qu'il y a une culture du bad particulière dans ton pays? Ouais, c'est vraiment ça. La culture, elle est là depuis mes premiers entraîneurs, ils étaient quand même les champions d'Afrique en badminton, en double ou en simple. Et on a une petite population, mais on va dire que le badminton, il est numéro 2 ou 3 national. On va mettre le foot, il est tout le temps premier. Mais ouais, notre équipe nationale, elle est tout le temps constituée d'une dizaine de gens en simple, en simple homme et en simple dame, qui n'est pas beaucoup, mais on a la chance d'avoir aussi de la qualité. Là, actuellement, même chez les jeunes, ils ont presque tous fait finale ou demi-finale en Afrique. Et le fait de voir les plus grands, ils prennent exemple chez moi, chez Kate, qu'on a quand même bien fait, ça les encourage à faire aussi bien. Et ça se suit. Donc ouais, et en plus ça va pas s'arrêter avec vous quoi. Quand vous allez plus jouer à haut niveau, a priori, il y aura des jeunes qui vont venir prendre un peu la place pour que Maurice continue d'être un bon pays de bad quoi. Ouais, c'est l'objectif en tout cas. Look at this, look at that. On l'a dit, ça fait un moment que tu joues à haut niveau. Tu as fait beaucoup de fois les championnats d'Afrique en équipe ou en individuel. Comment, on va dire, sur les 10 dernières années à peu près, l'époque où toi tu joues à haut niveau, comment tu juges l'évolution du niveau du badminton africain? On va dire qu'il y a il y a du développement chez les jeunes, surtout dans des pays africains qu'on n'entendait pas dans le passé. On va prendre l'exemple sur les pays d'Afrique de l'Est, le Ghana, le Cameroun. Ils font beaucoup d'efforts, ils ont commencé à faire des compétitions internationales. Ça montre l'envie de développer cette discipline. Mais les joueurs qui sont présents, malheureusement, ils arrivent pas à rester longtemps dans la durée. Ils n'ont pas un niveau consistant. Ils ont peut-être une bonne préparation pour un championnat d'Afrique. Mais après, comme je dis, ils n'ont pas le moyen de rester compétitifs, de s'entraîner à ce niveau-là. C'est souvent une exception ils vont faire un bon résultat, ensuite ils vont disparaître pendant 1 an et demi. Ils vont essayer de revenir, mais ils n'ont pas le même niveau. Il y a pas un enchaînement d'objectifs, d'entraînement, de progression. C'est souvent des petites périodes de progrès et ils redescendent, ils remontent, mais c'est pas, le badminton, malheureusement, c'est un truc c'est une continuité dans les entraînements, dans l'effort, dans la préparation. Tu peux pas venir, tu fais une compétition et après tu disparais pendant 1 an et tu reviens. C'est pas possible. Et est-ce que tu côtoies d'autres athlètes dans d'autres sports? Est-ce que tu penses que c'est un problème global lié au sport africain, ce problème de continuité? Bah, finalement, on en revient un peu à la même chose, mais de financement qui permet de développer le sport? Oui, même à Maurice, on a un même souci parce que vu qu'on est loin du continent africain et même des autres continents, bah, un déplacement il coûte super cher. Et on va prendre l'exemple avec le club de Boulogne. Il y a des compétitions françaises chaque semaine, le circuit élite plus ou moins chaque 3 semaines. Et ça fait quand même des échanges réguliers.
On peut même faire des stages avec, là, par exemple, cette semaine, il y a des Polonais et des Croates à l'entraînement. Ouais, ça n'a pas coûté super cher parce qu'ils sont juste à côté. Mais un déplacement à Maurice, le moins cher, c'est la Réunion, coûte 200 € le billet d'avion. C'est quand même cher pour 30 minutes de vol. Alors qu'en Europe, tu fais toute l'Europe pour 200 €. Hmm. C'est le manque de frottement, on va dire, dans la région. Et du coup, toi, comment ça se passe? Est-ce que tu nous as dit que tu t'étais entraîné pendant la qualification au club de Boulogne-Billancourt? Donc, j'imagine que tu devais vivre en France et à Paris pendant cette période. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu t'entraînes toujours là-bas à plein temps, ou alors est-ce que tu bouges un peu comme certains joueurs? Non, j'ai pas mal bougé, surtout après les Jeux. Comme j'ai dit, je suis retourné à Maurice du manque de financement et de compétition. Là, j'ai fait au mois de janvier, je suis venu à Paris pour la préparation des championnats d'Afrique. Là aussi, je suis revenu pour la préparation des mondes. Donc, je sais que de va-et-vient en fonction des stages. Là, c'était cool. On a toujours le stage jusqu'à la semaine prochaine. Et ça me permet, moi, d'avoir différents styles de jeu, des sparring de haut niveau. Et on a une petite dernière question avant de te laisser. Si tu devais retenir un souvenir, t'as parlé de plusieurs, mais s'il y en avait un que tu devais retenir dans le badminton qui t'a le plus marqué, ce serait lequel? Moi, personnellement, j'en ai deux parce que chaque fois, c'est des objectifs que je voulais atteindre. Le premier, c'est les championnats d'Afrique, en 2018 que je gagne pour la première fois. Et après, ma qualification pour pour les Jeux Olympiques. De Tokyo. Ouais, Tokyo. Ouais. Ouais, j'imagine que les deux, ça devait être un événement, champion d'Afrique pour la première fois, et même la qualification quand on arrivait, ça devait être des très bons moments, quoi. Ouais, c'est l'objectif que j'ai atteint après beaucoup d'heures d'entraînement. Donc, ça fait vraiment plaisir à chaque fois d'avoir ce moment de joie. Même quand on va repartir un peu sur les mondiaux, mais quand t'as passé le premier tour en 2022, je crois, contre le joueur mexicain, ça a dû être aussi assez un bel objectif pour toi, quoi. Ouais, parce que honnêtement, après avoir fait 4 fois les championnats du monde et de perdre le premier tour, c'était pas, on dirait mon historique n'était pas positif. Et de pouvoir enfin gagner un match au championnat du monde, ça montre que, ok, un petit Mauricien, il arrive quand même à passer un tour chez les grands. Donc, ça faisait plaisir. Ah, j'imagine. Eh ben, on espère que tu vas avoir encore un autre beau souvenir cette semaine, même si là, l'adversaire est très fort. On espère que tu vas y arriver. Ouais, on va tout donner et on verra si ça paye ou pas. Mais moi, dans mon objectif de faire une bonne performance, de donner le maximum. Et si par la suite ça passe, ben, je serai le premier surpris. Mais on va te donner quand même. Ah bah oui, je doute pas que tu vas tout donner, que ce sera un beau match, parce qu'en plus tu disais que toi t'as un jeu offensif, Loki New c'est un peu pareil, donc dans tous les cas ce sera un bon match à regarder, je pense. J'espère bien. Et ben merci en tout cas Julien d'être venu juste avant les championnats du monde dans le podcast, c'était très intéressant, et donc merci d'avoir pris le temps de venir. Merci pour l'invitation, sans problème. Et merci Benoît d'avoir fait cet épisode et préparé les questions avec moi. Bah merci à toi Ewan, et merci à Julien d'être venu, on a passé un bon moment. Ouais, merci à vous deux. Voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette interview. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le partager non plus. Et si vous êtes dans la salle lundi, j'espère que vous apporterez les plus gros encouragements possibles à Julien Paul quand il affrontera Loki New. Nous, on sera également dans la salle des mondiaux toute la semaine. N'hésitez pas à aller nous faire un petit coucou, à nous envoyer un message si vous l'êtes.
et on organise une rencontre avec nos auditeurs et auditrices le samedi entre les 2 sessions des demi-finales. Ce sera au bar L'Amiral à Paris à partir de 15h. N'hésitez pas aussi à nous envoyer un message si vous voulez le détail de tout ça. Et il faudra bien sûr rester à l'affût de nos réseaux sociaux et de notre serveur Discord pendant cette semaine des mondiaux, puisqu'on vous fera des résumés de ce qui s'est passé tous les jours et on vous fera vivre toute la semaine en coulisses. On espère que vous serez également au rendez-vous. À la prochaine!绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片